Medizela na yo ya kulipali. Medizela na yo ya premature. Medizela na yo ya Simon Kimbangu. Medizela na yo ya Albert Lutuli. Medizela na yo ya Boganda. Oh, ya tiers-monde. Oh, ya libération. Ya pas peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Medi Ben Baka, Medizela na yo ya Batolionzo, Medizela na yo ya Lumumba, Medizela na yo ya Che Guevara, Medizela na yo ya Malcolm X. C'est le nom de papa. Donc le père, le grand-père de ce monsieur-là s'appelait Zunga Mvwala. Et Zunga Mvwala, il était en prison avec André Grenard Matsuwa à Mayama. Il était en prison simplement parce que il était l'archiviste des Matsualistes. Donc quand les gens écrivaient des lettres, quand Matsuwa envoyait des lettres, quand il faisait des réunions, on se disait mais où est-ce qu'on va les garder? Parce que la police faisait son travail, la police coloniale faisait son travail. Alors, il y avait un monsieur qui était grand, avec des épaules larges. C'était quelqu'un qui était plus ou moins taciturne. Ce monsieur était couturier. Okay. Ce monsieur était couturier et divorcé aussi. Donc, il vivait un peu retiré. Alors, les gens se disaient sûrement que personne n'ira chercher de ce côté-là les documents d'André Grenard Matsuwa. Malheureusement, dans tous les pays, comme chez nous aussi, les mouchards ne manquent pas. Quelqu'un a mouchardé et tranquillement, un matin, les miliciens sont arrivés. Ils ont fouillé dans toute la maison, ils ont fouillé. Et quand on a regardé dans le plafond, on a ouvert, il est tombé un lot de lettres comme ça. On l'a pris, on l'a jeté dans la bagnole. Papa avait 11 ans, il a essayé de défendre son père, un petit coup de pied. Et ils l'ont amené. D'abord à la prison qui était située à la santé. C'était le ministère du Travail, je pense, plus ou moins. De la santé. Le rond-point du CCF, le ministère qui est à droite. De la santé. Voilà. Donc, c'est là qu'était la vieille prison. Une année, après cela, on l'a mené à Mayama, où il est resté 8 ans. Quand il est sorti de Mayama, quand on l'a sorti de Mayama, on est venu le jeter à la maison comme un sac de poubelle, un sac de foufou plutôt. Je le déposais comme ça,
Et papa qui avait l'âge de 11 ans, quand on vient remettre son père à la maison, il a 19 ans, 18 ans comme ça. Et là où il était parti, il avait appris à lire et à écrire, il était infirmier vétérinaire. Donc c'est en ce moment-là, quand il prend son premier salaire, qu'on lui dit non, mais ton père est revenu à la maison, il est agonisant. Donc sur le champ, il a pris son vélo, sa bicyclette, il est venu. Il arrive, papa était plus ou moins mourant. Quand il a entendu la voix de son fils, oui, j'ai dit. Donc il a repris un peu d'énergie, quoi. Tu es là? Il dit oui, papa. Et il a eu juste le temps de lui dire que tout ce que j'avais, je l'ai perdu. Mes maisons, mon élevage, mon agriculture, je n'ai plus rien. Et je sais que tu auras beaucoup d'enfants. Je le sens, parce qu'il n'était pas marié en ce temps-là. Mais ça me gêne de ne rien laisser. Mais justement parce que la maladie que j'ai prise en prison ne me laisse pas. Je sens que la vie est en train de me quitter. Alors, il faut juste dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Dire aux petits-fils de tes petits-fils ce que les parents de tes parents ont vécu. Et donc, le fils, quand il a dit cela, l'heure qui suivait, il a rendu là. Alors, le fils a continué à dire à ses progénitures ce que les parents de leurs parents ont vécu. Et parmi cela est née une chose qui est ici, je vois ça là. Il est né quelque chose de ces dires-là, est né quelque chose. Qui est là? C'était là? Où tu as mis ça? Il était là? Où tu as mis ça? Il était là? C'est quel numéro ça? 623. Donc il y a ce numéro-ci, 623. Le numéro du journal La Rumeur. Il a envoyé à ce monsieur-ci, ça, ce sont les timbres du Congo, et ça c'est l'écriture de monsieur Zunga. Ça date de longtemps, mais comme cet homme-là est un archiviste, il a voulu nous amener cet élément-ci. Alors, à côté de la rumeur, il y a une autre chose aussi qui est née du fait de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Et cette chose-là, ça s'appelle Malakima Congo. C'est dire tout ce que nous faisons. Je suis le promoteur de Malakima Congo. Et ce que je fais en Afrique, en Europe et en Amérique, c'est de dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Et aujourd'hui, le 28 et demain le 29, on aurait organisé ici, en France, la 32e édition du festival Malakima Congo des fils de léopard. Malheureusement, pour certaines circonstances que je ne vais pas évoquer ici, les amis de Paris ont pensé qu'il est mieux de nous donner le temps de, pas seulement de faire, mais de bien faire. Voilà. Donc c'est reporté à une autre date. Maintenant, la relation entre M. Zungamvoila et moi. Quand je dis moi, je veux dire Malaki.
Lui, parce que c'était mon grand frère, mais pas seulement, il était beaucoup plus mon ami. C'était un ami parce qu'on avait des combinaisons, certaines choses que monsieur Mawawa qui est là, son éditeur, parce qu'il a écrit beaucoup de livres et il nous a donné aussi le journal La Rumeur. Donc lui, il était le tronc, les branches et les feuilles, les fruits. Et moi, dans tout ce travail-là, j'étais la souche, les racines et les radicelles. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais il y a une concordance incroyable. Quand il écrivait, à un certain moment, quand il est bloqué, il veut que je lui vienne au secours. Et c'est ce que j'ai fait de temps à autre. Et je pense qu'il va nous écouter. Parce qu'on avait notre code, notre manière d'échanger. Quand je disais, même s'il est à 10 km, si je dis, parce qu'on a grandi dans la ferme de Mbassa, sa ferme, Mindouli, nous avons grandi là-bas, papa était infirmier vétérinaire, il a travaillé là-bas. Et lui, n'importe où il se trouvait, il répondait, je pense qu'il nous a entendus. Je pense qu'on les a entendus. Et cette rencontre de ce jour, parce qu'il a eu une vie, il a eu une vie, une famille biologique. Mais il a eu aussi une famille intellectuelle. Quand il sortait son journal, les premiers qui achetaient ce journal, c'était les mamans qui vendent au marché Total, au marché Wenze, partout. Ces mamans-là ne savent ni lire, ni écrire. Mais ils arrachaient, je vous dis, ils arrachaient le journal. Simplement parce que, au travers de ce journal, avec les caricatures qu'il y avait, ils pouvaient comprendre un peu la situation sociopolitique du Congo. En tout cas, ils n'achetaient pas ce journal pour aller vendre les beignets ou les mouba, non. Ils le gardaient jalousement. Il lisait, il comprenait. Et comme il est aussi un bon écrivain, ceux qui ont lu ces journaux vous en diront un peu plus que moi. Alors, c'était quand? Samedi? Ouais. Samedi, nous avons causé. De temps en temps, je l'appelais pour l'amuser, pour lui faire dire des choses. Parce que depuis 2004, il a vécu des séries d'AVC. Des séries d'AVC depuis 2004. Et donc 2 fois, ça ne lui venait pas de s'amuser, de rire et tout ça. Mais moi, je cherchais toujours à lui arracher les paroles dans la bouche. Donc jeudi, nous nous sommes dit que moi, au mois de décembre, je serai en Banza Congo. Je suis en train d'initier un programme de tourisme. Je serai en Banza Congo au mois de décembre pour on appelle ça Boanana en Banza Congo. Au mois de décembre. Je lui dis, je t'invite, viens en Banza Congo. Il dit, ok, en tout cas oui, je serai là. Je vais m'arranger d'y être. Et le jeudi, on m'appelle qu'il n'est plus, pour me dire qu'il n'est plus. Je me dis, mais je l'avais dit que nous allons nous retrouver en Banza Congo. Mais lui, il avait entendu sûrement qu'on va se retrouver en Banzampa. La différence, c'est que Mbanza Congo, c'est la capitale du royaume Congo, et Mbanzampa, c'est la cité de nos ancêtres. Le rendez-vous de Mbanza Congo, lui, il a dit non, je le reporte. Je reporte ce rendez-vous à Mbanzampa. Bon, j'étais un peu énervé, hein. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Je dis, bah, je m'en moque.
Donc je n'ai pas voulu accepter ça. Je n'ai pas accepté. Et les amis, ceux qui ont lu ces journaux, ceux qui ont gardé quelque chose de lui dans leur tête, quand il disait dans un kilogramme de mensonge, il y a 1 gramme de vérité. Et il ajoutait encore, si chacun pouvait balayer devant sa porte, la rue serait sauvée. Donc ceux qui ont gardé ces idées-là dans la tête se sont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Tata Masengo, mais réveille-toi, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il était un peu bizarre, cet homme. Il était pris que seul. Il allait toujours vers ce qui est bien, l'excellence. Du débutant jusqu'au doctorat, il n'avait pas redoublé. Du débutant jusqu'au doctorat, il n'avait pas redoublé. Il a fait de la philosophie en Union soviétique. Il est donc docteur de philosophie, professeur agrégé. Et ce qu'il a fait dans la vie, il a été enseignant donc aussi, et ce même professionnalisme, ceux qui ont lu le livre, ceux qui ont lu ses livres, ceux qui ont lu ses journaux, l'ont retrouvé. Même les mamans qui vendent au marché ont retrouvé cette joie, cette plume, la beauté, la dextérité, la force qu'il avait dans la façon de faire. Alors les amis m'ont dit, Tata Masengo, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Parce que le corps, on le met sous terre. Le corps, on le met sous terre. J'ai appelé Maman Louise, ma soeur cadette. J'ai appelé Maman Louise. Maman Louise, je veux. Maman Louise me dit, j'ai pas la tête à la fête. Évidemment, moi aussi, je n'avais pas la tête à la fête. Mais les gens me réveillent, les gens me bousculent. Téléphone sonne, ce monsieur-là. Il dit, mais Tata Masengo, il ne faut pas laisser tomber. Certains pays sont partis de ces sortes de piédestals, que représentent les Tchécotaniens. Je ne veux pas le hisser à ce niveau, mais les Saint-Ben Ousmane et tout ce monde-là, ils ont mis du fumier, ils ont planté un arbre, et cet arbre-là, aujourd'hui, fait la grandeur de leur pays, fait la grandeur de leur communauté. Et cet arbre-là fait de telle manière que les jeunes viennent cueillir des fruits de la sagesse, qui les permettent eux aussi à dire, comme Pascal, si je suis arrivé si haut, c'est parce que je suis grimpé sur les épaules des géants. Donc voilà un peu ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Nous puissions nous retrouver pour essayer de faire des témoignages sur ce personnage, de faire des témoignages, de dire exactement quel genre de personne il a été. Et peut-être réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'il a laissé. Il a laissé des maisons, il a laissé des enfants, il a laissé de la famille, ça c'est une chose. Mais il nous a laissé quelque chose. Cette chose-là, ça s'appelle l'esprit. Son spirit. L'esprit ne meurt pas. Je ne sais pas si quelqu'un a eu la possibilité de voir son esprit, son spirit. Je ne sais pas. Mais moi, oui. Je l'ai vu, mon spirit. Ça, c'est une autre affaire. Donc, c'est pour vous dire qu'on va réfléchir ensemble, tous ensemble, et peut-être que de cette discussion-ci, de cette rencontre-ci, naîtra quelque chose.
pour faire revivre cet homme-là. La rue qui meurt. Je vais appeler quelqu'un. Il ne s'attendait pas. J'aimerais qu'il vienne nous dire, parce qu'il le connaît très bien. Il le connaît très bien. Il a lu tous ses livres. Il a lu tous ses journaux. On va l'appeler. Il va témoigner comment il a connu M. Zunga. Moi, je m'arrête par là. Et je prends quelle chaise? Celle-ci. Tata Mboga, venez nous parler de cet homme-là, M. Zunga. Je l'amène là, juste à côté de son... Comme ça, je ne sais pas, peut-être ici. Comme ça, on va bien vous filmer. Et un jour, ceux qui ne sont pas là vont entendre les mêmes choses que nous allons entendre aujourd'hui. Tata Mboka, tala Boutushi. Toucher la lèvre. Je serai plus bref en me limitant effectivement à ce numéro-là. Ces deux numéros qui nous ont liés, hein, parce que j'ai témoigné effectivement. La chaise est là-bas. Ah, ok. En attendant, j'aimerais faire part d'une prière Congo, hein, de tradition Congo. Je vais traduire en français après. Mbila mvula za nsangu nokesa mvula za nsangu ngenempungu nzambi eto mukongo edi nokesa mvula za nsangu tietu yavangama ingeta nokesa mvula za nsangu ngenenkongo ngenempungu nzambi eto mukongo edi nokesa mvula za nsangu tietu yavangama ingeta nokesa mvula za nsangu ngenempungu nzambi eto mukongo edi nokesa mvula za nsangu tietu yavangama ingeta ibobo et ibobo. Interprété en français, prière pour une pluie de bénédiction. Toi, Tout-Puissant, notre Dieu, précipite une pluie de bénédiction pour le Congo. Qu'il tombe d'abondantes bénédictions pour la prospérité du Congo, qu'il en soit ainsi. Je voulais introduire ça parce que ma relation avec Tata Bongolo est un peu particulière. Alors, au Congo-Brazzaville, j'ai fait ma scolarité, notamment lycée, enfin collège-lycée à Brazzaville, au lycée Savonneau de Brazzaville. Et il y avait un déferlement de soviétiques et surtout de femmes soviétiques au Congo. Donc les Congolais qui étaient envoyés en Union soviétique revenaient avec des femmes soviétiques. Alors ça n'avait pas, je dirais, interpellé soit les sociologues congolais ou bien les philosophes, enfin disons l'élite congolaise. Alors, lui, en tant qu'étudiant, effectivement envoyé en Union soviétique, il y avait une relation presque, le Congo étant d'obédience marxiste-léniniste à l'époque, hein. Donc la plupart des Congolais, effectivement, étaient envoyés en Union soviétique. Alors, lui, il a saisi un moment particulier de cette relation entre le Congo et l'Union soviétique, cette relation entre justement les Congolais, les garçons congolais avec les filles russes, les filles soviétiques. En tant qu'écrivain, il s'est intéressé à ce moment-là. Pourquoi les étudiants congolais, africains tout au moins, s'intéressaient à ces femmes soviétiques? Et c'est ça qui a fait justement le cœur de son roman. Donc il ne s'est même pas posé la question de savoir mais pourquoi il y avait
il y avait un déferlement de femmes soviétiques au Congo-Brazzaville. Pourquoi les Congolais ramenaient, mais pas du tout. La question de l'amour entre de jeunes Congolais étudiants en Union soviétique et les jeunes filles soviétiques justement qui étaient étudiantes aussi, parce que c'était quand même des femmes diplômées. C'était pas des roturières. Non? Donc ça donnait effectivement ce fameux roman, Un Africain dans un iceberg. Impossible amour à Saint-Pétersbourg, donc publié par Zunga Bongolo aux éditions Paris. Alors pourquoi moi je me suis intéressé à ce roman-là? Parce que tout simplement dans mon quartier à Wenze, j'habitais à côté du marché Wenze-Brazzaville, il y avait plein d'étudiants congolais effectivement qui étaient revenus avec des femmes soviétiques. On les voyait dans le quartier. Des Congolais avec des femmes soviétiques. Et on ne se posait pas la question. Mais pourquoi? Mais comment ils ont fait? Pourquoi ces femmes-là choisissent l'Afrique? Donc, dans ce roman-là, Zunga Bongolo décrit justement ce que c'est qu'une relation d'amour. D'aucuns pensaient que, oui, mais ces femmes-là, en fait, s'intéressaient aux Congolais parce qu'ils voulaient fuir effectivement le régime soviétique. Pas du tout. Il y avait effectivement des relations d'amour qui transcendaient la peau, c'est-à-dire la peau blanche, la peau noire. Et il montre que l'amour peut exister justement entre deux êtres, justement, dont les différences sont à la fois raciales, sociologiques, tout et tout. Un amour peut exister. Et il est allé au cœur de cet amour-là. Je dis, mais c'est pas possible. Comment un Congolais peut pénétrer justement l'âme, l'intimité justement de l'âme russe, comme il est Congolais, comme il est africain, et il essaie de saisir justement que ce lien-là, il est ni politique ni idéologique, mais c'est que l'amour triomphe de tout. L'amour, justement, se fout en même temps des trajectoires des uns et des autres venant de différents... et quand il y a l'amour, justement, ça devient un scandale pour les sociétés. Effectivement, en Union soviétique, ces relations-là étaient devenues un scandale pour les familles. Donc, dans le roman, la femme, justement, la maman d'une dulcinée d'un Congolais, arrive quand même à dire comment ça se fait que dans toute l'Union soviétique, tu n'as trouvé que ce nègre-là. Alors, on ne les appelait pas nègres. Niègres. Ça veut dire que, non pas seulement vous êtes des nègres, donc descendants des esclaves, tout et tout, mais vous êtes des niais. C'est-à-dire que vous êtes des bons à rien, des niègres. C'est comme ça qu'on appelait donc à l'époque hein, les femmes, non, les noirs, disons, qui tournaient autour justement des femmes soviétiques. Et les femmes soviétiques, donc les soviétiques les appelaient des nègres. Par contre, les Congolais, les Africains appelaient ces femmes soviétiques-là des boulafeurs. C'est-à-dire que les boulafeurs, c'est uniquement des Congolais qui sont simplement amoureux de ces femmes soviétiques. Mais pourquoi? Alors qu'il y avait aussi des femmes congolaises, des étudiantes congolaises en Union soviétique. Mais parce que ces étudiantes congolaises-là, les Congolais, disons, n'étaient pas à la hauteur sur le plan, je dirais, pécunier. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas... Vous pouvez effectivement nouer une relation amoureuse ensemble, mais vous n'avez pas les moyens d'entretenir la relation amoureuse. Donc ces Congolaises-là, ces Africaines-là, sortaient plutôt, ça c'est un terme congolais, sortaient avec les diplomates africains. Parce que ces diplomates-là, ils avaient ce qu'on appelle le rouble fort. Il y avait deux catégories de monnaie. Il y avait le rouble faible pour la population et le rouble fort. Donc, quand tu n'as pas le rouble fort, tu ne peux pas draguer une Africaine, une Congolaise. Or, ces femmes soviétiques, justement, étaient comme éduquées, c'est-à-dire que culturellement, c'est comme si elles avaient la même culture que les Congolais, parce qu'effectivement, au Congo-Brazzaville, bon, nous vivons dans les quartiers populaires, c'est-à-dire que les étudiants-là ne venaient pas des grandes familles riches, hein, ces étudiants congolais de toutes les familles. En arrivant en Union soviétique, justement, ils sont en contact avec des femmes soviétiques également venant des milieux modestes. Et on se retrouve
tous dans un campus. D'où la notion de relation qui n'était pas liée au matériel, mais plutôt vraiment au cœur. La difficulté justement, comment arriver à tenir et ramener cette dulcinée au Congo-Brazzaville. Et donc dans ce roman-là, il parle de ça. C'est un roman passé inaperçu parce que c'est toujours d'actualité, parce que là actuellement on parle de Russie, mais on ne sait pas que le Congo effectivement a noué des relations avec l'Union soviétique et qu'il y a des écrivains comme Zunga Bongolo qui ont fixé ce moment-là particulier, non pas sur le plan politique. Évidemment, il parle aussi dans ce roman-là de comment l'Union soviétique s'est constituée à partir des guerres. Hein. Les guerres actuelles là, Russie, Ukraine, il en parle déjà. Parce que la Russie n'était pas, l'Union soviétique n'était pas effectivement aussi grande que ça. Donc là, la Russie a retrouvé effectivement sa géographie. Mais il y avait des conquêtes. Et il en parle à l'intérieur. Moi, je crois que, à un moment donné, quand je suis tombé amoureux de ce roman-là, donc je l'ai écrit, je lui ai dit, mais j'ai une recension de ton roman, est-ce que tu peux le publier? Je lui ai envoyé effectivement par email ma recension, il tombe dessus, il dit, il y a la première partie, bon, je ne sais pas si ça va passer parce que là, c'est un peu ésotérique, donc, et il avait enlevé effectivement une partie, et il a publié une seconde partie dans deux journaux, donc il y a ce numéro, et puis maintenant un second numéro que je n'ai pas reçu. Ce que j'ai constaté simplement, c'est que j'ai su, en ce moment-là, quand j'ai entretenu effectivement la relation, j'ai en même temps ses premiers romans, hein, L'enfant terrible de Sorito, j'ai su qu'il avait une plume, qu'il était confronté à deux choses. Est-ce que je dois devenir un romancier, un écrivain ou bien un journaliste? Ça, je l'ai senti. Donc il y avait ce conflit-là entre devenir journaliste et le rester, ou bien rester écrivain. Parce que quand vous le lisez, vous constatez qu'il faisait partie du panthéon des écrivains congolais. Comme les Gibenga, les Makutambuku, les Chikaya Utamsi, et je crois que le journalisme a pris le dessus, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est politique? Donc l'écriture, effectivement, est restée de côté. Certainement qu'il y a des manuscrits qui sont restés là-bas, mais quand vous le lisez, vous constatez que c'est un grand romancier. Malheureusement, il n'a pas été reconnu au niveau mondial. Je crois que ce travail-là, on peut le faire effectivement, reconstruire effectivement tous les manuscrits qu'il a laissés pour que le monde entier effectivement le connaisse au mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Hein. Merci. Alors, s'il y a quelqu'un qui pourrait faire un témoignage, ça ferait partie de... Parce que tous les... Comment on appelle ça? Tous les écrits qui sont en train de sortir sur M. Zunga ces derniers temps, nous allons en faire un petit document qu'on va publier. Nous avons créé au niveau, moi je vais en Italie, nous avons créé ce qu'on appelle la rumeur magazine. Donc on va continuer à faire sortir ces documents et les témoignages que vous pouvez apporter. Bonjour madame, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Oui. Alors je vois sur votre tête une peau de léopard. Comment vous expliquez ça? Quel est le rapport? Non, moi, il n'y a pas de signification vis-à-vis de moi. C'est un truc que j'aimais, bon, c'est tout. Tu crois que toutes les choses ont des significations? Ah, d'accord. Mais de vous, ça me surprend un peu. Parce que... Non, je sais, tu me connais, comment je suis. Mais là, j'ai mon papa, mon grand-papa qui est décédé, donc je ne pouvais pas me métamorphoser pour... non, je reste comme ça et tout, bon, pour la mémoire de mon père. Comment il s'appelle votre père? Monsieur Mbongolo. C'est Jean-Claude Mbongolo. Eh oui.
Lui, quand il me voyait, Oui. oh ma fille, quoi, tu es encore mariée? J'ai dit non, papa. Mais non, il faut te marier, moi je vais encore voir ta personne. J'ai dit, donc vous allez me marier dans votre famille, faire marier dans votre famille là combien de fois? Je me suis mariée 2 fois. Vous me laissez comme ça? Non. Non, ma fille, il faut te marier. Nous, on va encore voir ta poisson. Oh non, ça, c'est une personne. Ouais. Il m'aimait tellement que ça, c'est une personne. Ah. D'accord. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Touari Antoinette. Matondo Mamiki. Jengoma ngoma kadia binaka ka kwanga ngumpe kwakwenda ba wana ninga ngumpe ba ntila masaka ni bobo to tele ko tata masango chi tata mongolo wele ka samwako faut betu sawo tu le disa musalu chikasarili ubungu tata mongolo wela foso qui comment dirais-je, on dit ça, trop parce que bon conférence bien isa je nous a casa baoza to comme ça tout c'est que les c'est de suite mais était à mongolo où il y a duka ndia tous à tous à sola Ibumujo muka tawiri chi wele kumpemba nita tsonekene mwa kanda donc kanda Congo Bajola Motutanga. Donc la République du Congo-Brazzaville pleure depuis le 12 octobre 2023 l'un de ses dignes fils qui a osé inaugurer dans le domaine de la presse libre et privée dans les années 90. Penser et vivre autrement. Le temps mondial est rythmé dans les années 90, il y a de cela 33 années, par la perestroïka, ce vent qui avait soufflé depuis les murailles imprenables du Kremlin en URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. À Brazzaville, la presse n'est tenue que par les médias d'État, l'Agence congolaise d'information et l'hebdomadaire catholique La Semaine africaine. D'autres journaux d'État, tels que Moiti, se sont essoufflés en même temps que tombent en ruine des entreprises stratégiques d'État comme l'imprimerie nationale et les librairies populaires. Donc, il y a des médias qui existent déjà, qui commencent à naître, hein, comme je dis La Rumeur, Matoukoutsirkele, ainsi de suite, d'autres. Mais aucun média ne véhicule la voix de son voix, celle des damnés de la terre congolaise. Les textes de Bernard Bakana Kolela pour le changement démocratique, par exemple, ne sont relayés par aucun média, ils circulent à travers des photocopies. La révolution Internet n'existe pas encore à cette époque-là. Donc la venue de la conférence nationale souveraine va faire bouger les lignes en 1991. Plusieurs organes de presse vont voir le jour, dont le journal Le Soleil, organe de presse du MCDDI. Et c'est dans ce journal que Mongolo Jean-Claude commence à écrire des papiers en même temps que l'écrivain Sonny Laboutansi. Il va créer son propre journal La Rumeur, un journal qui colporte entre autres les rumeurs s'ébruitant dans la ville ainsi que dans tout le pays. Avec La Rumeur, les Congolais se reconnaissent enfin à travers des écrits qui reflètent leur quotidien et libèrent la parole longtemps confisquée. Ce journal d'information comporte un personnage satirique qui s'appelle Petit David, dont vous avez parlé. Avec Petit David, Mongolo congolise la diatribe en l'écrivant directement parfois en Congo, en Kituba ou en Lingala, et suscite l'espoir et l'engouement de la lecture chez le Congolais lambda. Car comme on l'a dit tout à l'heure, même les mamans achetaient le journal. Parce qu'il fallait, même si on ne pouvait pas lire, il fallait regarder les caricatures de Petit David. Et ça disait beaucoup.
Certains numéros du journal sont imprimés dans la clandestinité car leur contenu dérange les hommes politiques. Dans cette fièvre de la liberté médiatique, on notera aussi Madoukte Sekele, Le Choc, Le Temps, les journaux qui avaient des styles éditoriaux différents. En revanche, Madoukte Sekele se rapprochait un peu de la rumeur, mais il était là avant. Ce fut une révolution non seulement dans la publication des journaux, mais aussi autour des métiers liés au journalisme. Donc d'un point de vue technique, les promoteurs des journaux privés n'étant pas subventionnés, ils avaient des difficultés pour se faire éditer et imprimer. Il arrivait que Mongolo traverse le fleuve pour aller imprimer le journal à Kinshasa et revenir avec à Brazzaville. Il y a d'autres numéros, il y a eu d'autres scénarios où il fallait aller faire acheter le papier à Kinshasa pour qu'une imprimerie de Brazzaville puisse imprimer le journal. Donc il y a eu beaucoup de gymnastique. On peut retenir que par sa perspicacité et par sa clairvoyance, Mongolo est un pionnier de la presse écrite congolaise qui a bousculé les limites du non-dit aux politiques en se plaçant toujours du côté du peuple à travers Petit David. Un Africain dans un iceberg. C'est en 2005, comme l'a dit son neveu, qu'on rentre en contact par l'intermédiaire de Internet avec Zuma Mongolo pour l'édition de son roman. Bien que diminué par la maladie, il tenait à ce témoignage ramené lors de son séjour à Leningrad pour qu'il puisse paraître. Il s'agit d'une banale histoire d'amour. En effet, donc là je vous lis la 4e de couverture qu'on avait concoctée. Natacha, donc l'histoire pour laquelle M. Boka a écrit le commentaire. Natacha, une jeune fille russe, quitte sa mère et sa bourgade de Narva pour venir poursuivre ses études à Leningrad, où elle rencontre un étudiant africain, Jean, dont elle tombe amoureuse. Dans l'esprit de Natacha, l'amour n'a pas de frontières, et elle veut réellement s'épanouir à côté de son amant, mais sans compter toutes les barrières raciales, à commencer par celle érigée par sa propre mère, Valia. Celle-ci s'insurge contre la simple évocation d'une courtoisie avec un homme de couleur. Dans cette Russie d'avant la perestroïka, l'hibernation idéologique ainsi que l'implacable fermeture des opinions sociales entretenues par un communisme parfois mythomane, va placer les deux amants dans une situation très dangereuse. Jean sera l'objet des menaces fréquentes et Natacha sera expulsée de l'institut à cause de sa liaison avec un niègre. C'est au péril de leur vie que les deux amants vont forcer cet amour impossible à Saint-Pétersbourg. Il s'en suivra une tragédie. Alors, donc, avant que Jean-Claude Mongolo ne sorte ce roman, ça on en avait discuté au téléphone, il y avait eu beaucoup de versions. Il y a certaines versions antérieures qu'il avait déchirées, parce qu'il avait peur que ces histoires-là sortent. Mais au fin de fait, il avait réécrit une dernière version, c'est celle-là qu'il m'avait envoyée. Donc, Jean-Claude Mongolo avait eu beaucoup d'hésitation à publier ce texte qui datait des années 1974, lorsqu'il fut étudiant en URSS. En revanche, il fut conforté à le publier dans les années 2000. La presse commençait à dénoncer des crimes récurrents d'étudiants africains dans l'ex-URSS et plus particulièrement à Saint-Pétersbourg. Et ça, je pense qu'on l'a suivi. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont été tués en URSS à cause de ces problèmes de racisme. Donc j'avais terminé ce papier en disant que Mongolo Jean-Claude est une fierté congolaise. Ça, c'est un monument de notre pays. Dans toutes les communautés humaines, les pionniers sont des êtres qui vivent hors du champ temporel de leurs contemporains. Les précurseurs sont très souvent détestés par la classe politique. On vient de le suivre, on l'appelait par les Tsoulou, on le faisait asseoir par terre. Voilà. Mongolo Jean-Claude est un patriote qui a supporté les pulsions congolaises en confiant leur narration à son héros Petit David. Cette parole devenue libre doit obliger les élites à en tenir compte et à s'en servir pour construire une société plus juste et plus équitable. Pour la postérité et pour notre fierté nationale,
Mbongolo Jean-Claude fait partie des pionniers de la presse privée écrite congolaise. Donc ça, c'est un mot que je vais dédier 2 jours après, le 14 octobre 2023, 48 heures après qu'on ait appris la nouvelle de sa position au Congo là-bas. Est-ce que c'est un homme de plume? Je sais ce que c'est que l'écrit en tant qu'éditeur. On y passe des nuits, on ne fait que ça. On passe des nuits. Donc, il fallait que je lui consacre aussi. J'ai passé 2 journées à lui faire ce petit papier. Donc ça, il le méritait. Parce que toute sa vie, il a passé à éveiller les Congolais. Il n'y avait pas de raison que quelques heures après sa mort, qu'on ne lui consacre pas ce temps. Et voilà ce que j'avais fait, c'est ce petit bout de papier qui, j'espère, va permettre aussi aux jeunes de prendre le flambeau, de savoir que à travers ces 12 feuilles-là qui sortaient régulièrement, c'est un héritage pour les Congolais, c'est un héritage pour la postérité, mais un héritage aussi pour la famille et pour nous tous, pour tous les Congolais. Donc souvent, quand c'est un membre de la famille qui fait la chose, on a l'impression que il y a une opération qui est à Sao. Les gens vont, souvent quand c'est la famille, c'est comme ça, on néglige. On dit, oh, mais c'est seulement un père, non? Mais ils oublient la portée de l'œuvre qu'est en train de faire le parent en question, qu'on est en train de dénigrer. Et donc souvent, nous ne savons pas reconnaître nos propres talents. Donc les talents des parents, il faut les reconnaître, et puis il faut en assurer la postérité, parce que ce qui fait l'Europe, ce qui fait le monde, ce qui fait les Amériques, ben c'est parce qu'ils ont reconnu les talents des leurs et les ont récupérés pour construire leur nation. Donc, si nous on peut mettre Mbongolo au panthéon de la culture congolaise, ben ça nous permettra après de créer des écoles de culture, de créer autour une œuvre, de créer autour des chairs et de faire avancer notre communauté, notre société. Donc voilà, Tata Mbongolo, comme on dit souvent, comme dit, là je vais reprendre le discours de ses prédécesseurs, des écrivains, qui disaient en fait les morts ne sont pas morts, ils sont là, ils sont avec nous. Donc Tata Mbongolo n'est pas mort, il a changé de nature. Et pour nous les physiciens, on dirait que cette onde de Mbongolo, elle est partout. Partout où on convoquera Mbongolo, il sera là. Donc là, maintenant qu'on est en train de le convoquer, il est là avec nous, Mbongolo Jean-Claude. Parce que les morts ne sont pas morts. Ils sont seulement derrière la maison, ils ont seulement changé de côté. Ils sont passés de l'autre côté de la vie. Et lui, il est passé de l'autre côté de la vie. Il est toujours avec nous. Et je pense qu'il continuera à travailler avec nous pour que l'œuvre qu'il a commencée puisse être une œuvre éternelle. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Mbongolo ou Tata Mbongolo Jean-Claude. Et son roman est toujours disponible. On avait vendu quelques exemplaires, mais il y a des exemplaires qui sont encore là. Je pense qu'à l'occasion, on mettra au moins une 50aine d'exemplaires à la disposition de la famille pour qu'elle puisse les utiliser pour des cérémonies, ainsi de suite. Donc voilà. Donc, Tushiribo, tu m'as dit quoi? Tu Tushiribo. Nous avons invité en 1994 les amis qui sont venus de la Guadeloupe. C'est des Guadeloupéens d'origine Congo. Il y avait Bébé Ronspar, Gabani Jocelyn, Pemba Benjamin Moïse, le conteur, et il y avait aussi une dame, Massembo, Marie-France Massembo. Ils ont tourné nous avons tourné dans le sud du pays. C'est le moment où il y avait des problèmes au pays.
C'est-à-dire qu'il faut savoir où les amener parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. C'est pourquoi nous avons tourné de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Ils étaient ensemble à le monument de... Comment on appelle ça? Le monument des esclaves. Et ceux qui auront la chance de suivre ce monument, quand ils sont devant ce film, quand ils vont se retrouver devant donc, le monument, vous pouvez revoir Monsieur Mbongolo devant le monument et en face de la mer. Je dois ajouter quelque chose? C'est dit? Ok. Massembo, c'est des Guadeloupéens. Depuis 1994, nous travaillons ensemble. Et Maman Louise a eu la chance d'aller nous représenter en Guadeloupe, au Grand Pacongo. Voilà. Alors, permettez-moi que je dise un petit mot. Un petit mot, il n'est pas de moi, mais vous devez le connaître. Pour honorer Tata Mbongolo. Puis-je m'adresser aux jeunes pour leur parler de ce qui les attend à la fin des fins, lors du dernier jugement? Ce jour-là, l'homme ne sera pas jugé sur le nombre de ses diplômes ou sur le montant de sa fortune. Avez-vous nourri les affamés? Donné un verre d'eau à l'assoiffé? Un vêtement à celui qui était nu? Avez-vous visité les malades et assisté les prisonniers? Telles sont les questions du Seigneur de la vie. Que faites-vous pour les autres? C'est là le jugement. Vous devez découvrir très tôt pourquoi vous êtes fait et travailler sans relâche pour atteindre l'excellence. Il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance et doit être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire « Ici vécut un grand balayeur de rue qui a fait bien son boulot ». Ce texte est de Martin Luther King. C'est le premier sermon de messe de Martin Luther King en 1956 à Montgomery. Nous l'avons donc dédié à cet homme-là qui a toujours chevauché pour atteindre l'excellence. Et je ne sais pas, on dirait qu'on réfléchira sur quelque chose qui approche l'excellence pour essayer d'honorer son âme. Mais on se donne le temps d'y penser, le temps d'y réfléchir pour que l'on ne mette pas la charrue devant les bœufs. Ah, Tata Noulou. Ah, moi je t'ai sauvé. J'ai dit le texte à ta place. Voilà. Alors, merci beaucoup. Petit David, on chantait à la chorale Petit David. Petit David, viens chanter. Alléluia, Alléluia. Petit David. Et donc on chante tous parce que c'était la joie et la bonne humeur. Petit David, viens, 2, 3. Petit David, viens chanter. Alléluia, Alléluia. Merci. Même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence.